Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Science en question. Ensemble, partons explorer Jupiter et ses satellites naturels grâce à une toute nouvelle sonde baptisée JUICE. Quelle est sa mission? Que peut-elle nous apprendre sur ces mondes encore mystérieux? Et pourquoi ces astres fascinent-ils autant les scientifiques? Notre premier invité vous expliquera tout. Dans la suite de l'émission, vous découvrirez que cette sonde est une pépite de technologie. Quels sont les instruments à bord? À quoi servent-ils? Et comment résistent-ils aux conditions extrêmes de l'espace? On commence notre voyage tout de suite. Et non, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des peintures, mais bel et bien de vraies images de Jupiter. Avec ses lunes, elles forment le système jovien. C'est une sorte d'ovni dans notre système solaire. Alors je parle d'ovni parce que Jupiter et ses satellites naturels sont encore très mystérieux. Il faut dire que l'atmosphère épaisse et tumultueuse de cette géante gazeuse ne laisse pas entrevoir ce qui se cache dessous. Et les astres situés à proximité sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets aussi. Certains regrouperaient les conditions propices à l'apparition de la vie. C'est pourquoi l'Europe a décidé de lancer une grande mission scientifique baptisée JUICE pour en apprendre plus sur ces mondes lointains. Nous allons développer les grands objectifs de cette nouvelle aventure spatiale avec notre invitée du jour, Carole Larigauderie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors, vous êtes directrice adjointe des projets en sciences de l'univers et vous êtes chef de projet des contributions françaises à JUICE au CNES. Pour commencer, en quelques mots, le CNES, c'est quoi? Alors, le CNES, c'est l'Agence française de l'espace. C'est un peu l'équivalent, modestement, de la NASA. Alors la sonde JUICE est partie en avril. Carole, sans trop en dévoiler, le but de la mission, ce n'est pas de rechercher des traces de vie dans l'univers, mais c'est plutôt de trouver les conditions d'habitabilité. C'est quoi la différence? Alors, l'habitabilité, c'est chercher les conditions propices à l'émergence de la vie. C'est-à-dire, dans notre cas, il nous faut de l'eau, il nous faut des schnops. Les schnops? Des schnops. Alors, schnops, c'est carbone. Ouais. Le H pour hydrogène, le N pour azote, le O pour oxygène, P phosphore et S soufre. Donc c'est les molécules, les briques de base de la vie. Exactement, c'est ce qui, on pense, est absolument nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir autre chose, mais par exemple, dans notre corps, on a 92% de ces schnops. Très bien. Donc de l'eau, des schnops et... Alors ensuite, il faut une certaine forme de stabilité. La vie est apparue sur Terre, pas par des choses qui ont beaucoup changé. Donc il faut un monde, un environnement assez stable. Et quatrième, et très important, il faut une forme d'énergie. Elle peut être chimique, par exemple. Très bien, bon, on a posé les bases. Avant d'aller plus loin, on va aussi rappeler quelques ordres de grandeur pour que les gens puissent avoir une meilleure idée de ce dont on va parler aujourd'hui. On a une vidéo pour montrer ça. Je voudrais qu'on regarde cette image. Alors, on voit que finalement, la Terre est minuscule par rapport à Jupiter. Alors, la Terre est minuscule, certes. Jupiter, en fait, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle est tellement grosse qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes du système solaire, y compris sa voisine Saturne. Oui, c'est impressionnant. Alors, par exemple, une autre idée, ça pourrait dire que Jupiter pourrait contenir 1000 fois la Terre à l'intérieur, si Jupiter était une sphère creuse, Ouais. ou alors qu'il pourrait y avoir 11 terres sur son diamètre. Très bien. Voilà, je pense que ça donne quelques ordres d'idées. Et Jupiter, elle se situe où alors dans le système solaire? Alors, Jupiter, vous le voyez là, hein, depuis le Soleil, c'est la 5e planète. Et depuis la Terre, quand on tourne le dos au Soleil, c'est la seconde après Mars. Mais c'est beaucoup plus loin que Mars. Alors, la mission JUICE est un peu particulière pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On parle de mission L, ça veut dire quoi? Alors, L, ça veut dire large dans le vocabulaire ESA. Ça veut dire que c'est une mission qui est au-delà du milliard d'euros. On en a 3 dans l'ESA, la L1, donc c'est JUICE, la première. Et ensuite, on en a 2 autres, Athéna et LISA, où le CNES également, l'agence française, participe. Et
L, donc veut dire large en termes de budget, mais on peut dire aussi que c'est L comme lointain, de notre côté. On vient de le voir et vous allez voir qu'il nous faut beaucoup de temps pour y aller. C'est la première fois qu'on envoie une sonde aussi loin, en tout cas pour l'Agence spatiale européenne ? Oui, l'Europe, effectivement, dans le système solaire, c'est la première fois qu'elle va aussi loin de manière autonome. Mais par contre, ce n'est pas la première fois qu'on va voir le système jovien. Ah, mais pas du tout. L'Europe et les Français notamment ont déjà été embarqués sur des instruments qui étaient à bord de satellites d'autres agences, notamment la NASA. Et on peut citer par exemple Juno, la sonde Juno. Alors Juno, elle est toujours autour de Jupiter et dans sa mission étendue, puisqu'elle a fini sa durée de vie nominale, dans sa mission étendue, elle jette même des coups d'œil à nos lunes glacées, ce qui est très intéressant pour les scientifiques français. Très bien, mais nous on va s'intéresser à JUICE aujourd'hui. Ok. Et gardons un peu de mystère pour la suite de l'émission et partons à la rencontre du public. Comme d'habitude dans cette émission, on s'est amusé à questionner les gens sur un mot mystère. Aujourd'hui on a choisi lune galiléenne. Écoutez leurs réponses. Lune galiléenne. Non, franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Une lune qui serait dans une autre galaxie ? Alors j'imagine, lune galiléenne, la grosse lune jaune, le phénomène de très grosse lune. Ah, quand la lune est énorme et orange. C'est des satellites qui tournent autour de planètes, quoi. Lune, oui, et Galilée aussi, mais maintenant, ce qu'ils ont fait ensemble, je ne sais pas, j'étais pas au rendez-vous. Peut-être que ça désigne une planète ou un astre qu'il a découvert et qu'on a nommé lune galiléenne, mais qui n'est pas la lune actuelle. Non, en astrologie, enfin en astronomie, pardon, c'est pas ma tasse de thé. Je pense comme beaucoup de gens, hein. Je crois qu'il faut vraiment être féru et vraiment très intéressé par ça, mais non. Bon alors, sans être passionné d'astronomie, on peut quand même deviner ce que c'est, mais peut-être qu'il faut rappeler d'abord ce qu'est une lune. Alors une lune, en fait, c'est un objet du système solaire qui gravite autour d'une planète, hein, en étant très simple, hein, voilà. Et pourquoi on parle de lune galiléenne ? Alors, lune galiléenne, parce qu'elles ont été découvertes par Galilée. En fait, Galilée a découvert les premiers objets du système solaire avec l'astronomie... La lunette avec une lunette, ouais. Tout simplement. Donc avec des instruments rudimentaires. Hein. Très rudimentaires, mais Jupiter et ses satellites étant tellement énormes, ces lunes donc étant tellement énormes, en fait, il a pu les observer avec une simple lunette astronomique. D'ailleurs, quand on est passionné d'astronomie, on peut les voir, on peut voir Jupiter. Très bien, très bien. Moi, j'arrête pas. Dès que je peux, je regarde et je fais partager. Et franchement, c'est un très beau spectacle. On voit bien les lunes autour. Hein. Et donc, c'est Galilée alors qui a C'est observé Galilée, le premier, oui, voilà, en lunes. 1610, je crois, à peu près. Il a découvert ce petit système en tant que tel, quoi, Jupiter et ses 4 lunes. Et il a vu qu'elles changeaient de place. Et avec ses observations, il a pu savoir que c'était des lunes. Alors, vous dites 4 lunes, on peut les nommer, ces lunes, c'est lesquelles ? Oui, bien sûr. Donc, il y a... on les voit à l'image. Ouais. Donc, de gauche à droite, vous avez Io, Europe, vous avez Ganymède et Callisto. Là, on a parlé de 4 lunes, mais en réalité, Jupiter en a beaucoup d'autres. On en compte combien à peu près ? Alors écoutez, je ne voudrais pas vous lancer sur un chiffre précis. Mais je vais essayer. Je peux juste vous dire que la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 79. Ouais. Mais je dois vous dire que juste avant les années 2000, en 1999, on n'en comptait que 13. Pour vous dire un petit peu ce que la science fait, quoi. La puissance de la science et de nos chercheurs, basés sur plusieurs observations. Et ils ont, maintenant, on est à 79 lunes, quoi. Et c'est... Alors, ils se tirent un peu le challenge entre la team Saturne et la team Jupiter, en fait. D'accord. Saturne en a aussi beaucoup. Alors, parfois, c'est Saturne qui reprend le dessus, puis on en redécouvre, hop, c'est Jupiter. Okay. Bon, voilà. Petit combat. Alors, depuis les premières observations de Galilée au XVIIe siècle, grâce au progrès de l'exploration spatiale, on a appris que ces lunes étaient des mondes riches et complexes. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les 3 lunes qui concernent la mission de JUICE ?
Oui, donc JUICE s'intéresse aux lunes glacées. Donc c'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas à Io, qui elle n'est pas glacée, hein, c'est une lune volcanique. Donc on n'en parle plus, hein, je pense, jusqu'à la fin. Ouais. On la met de côté. On l'oublie. Donc je peux vous parler effectivement, je ne sais pas, on va commencer. Europe. Allez, Europe. Allez, Europe. Alors Europe, c'est en fait la plus petite des lunes galiléennes. Mais elle est à peine plus petite quand même que notre propre lune, hein, quand même. Vous allez voir, on est quand même sur des monstres là. Hein. Donc Europe est très intéressante. Elle a une structure, on le voit, qui est assez chahutée, avec des lignes très très droites. Très très droite. On pourrait presque croire qu'on a roulé sur Europe, hein, ce qui n'est pas le cas. Je rassure tout le monde, hein, pas de problème. Et ça, un des scientifiques américains qui s'appelle Bob Papalardo et qui est le scientifique de la mission Europa Clipper de la NASA, a bien montré que ces lignes, elles étaient faites par... il a pris 2 blocs de glace, il les a frottés l'un contre l'autre, ça a échauffé la glace et ça a fait ces petits bourrelets qui ressortent. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. 2 glaçons à la maison. Voilà, vous prenez 2 blocs de glace, vous les frottez, vous allez voir, ça fait des petits bourrelets très droits et ça, c'est typique d'Europe. C'est ça, parce que Europe, sa surface est complètement glacée en fait. Alors, toutes les lunes dont on va parler, ce sont des lunes glacées. Donc toute la surface est recouverte de glace. Toute la surface est recouverte de glace. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'épaisseur de ces glaces. Hein, c'est plus ou moins épais, la structure. Alors là, on les voit très bien, les lignes droites. Hein. Voilà, ouais. On dirait des routes. On dirait des routes. Complètement, Voilà. c'est vrai, ça pourrait prêter à confusion. Pas de confusion, ce ne sont pas des routes. Et alors, ces fissures, on peut parler de fissures, apparaissent parce que finalement, Europe est un peu tiraillée. Exactement. Alors, Jupiter, on a dit, hein, c'est une énorme planète, hein, et elle a une force d'attraction, notamment vers ses lunes, et il y a des phénomènes de marée, hein, un peu comme on trouve entre la Lune et la Terre. Et il y a le cœur en fait d'Europe et tout ce qu'il y a autour en fait se déforme un peu, vous voyez, hein, en fonction de son orbite, etc. Et donc se déforme et c'est ça qui fait que ça fait de l'énergie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Cette énergie, en fait, elle maintient l'eau sous forme liquide. Parce que sous cette couche de glace, il y a de l'eau liquide. Ah ben, il y a de l'eau liquide, ça on en est sûr. Et nos chercheurs ont également montré que par des phénomènes de magnétisme et de changement de force magnétique, ils savent qu'il y a de l'eau salée, parce que ça c'est important pour le magnétisme, dans ces lunes dont on va parler ce soir, ces 3 lunes. Alors, parlons des suivantes. On a parlé d'Europe. Si on s'intéresse maintenant à Callisto. Alors, Callisto, c'est certainement des plus vieux corps du système solaire. On le voit d'ailleurs, sa surface, elle est criblée d'impacts. C'est vraiment un corps qui a beaucoup reçu. C'est également une lune glacée. C'est également une lune qui certainement a de l'eau. Et là aussi, on a encore beaucoup d'inconnus. Et c'est bien pour ça que l'Europe lance JUICE et que l'Agence française de l'espace accompagne ces scientifiques pour en savoir un peu plus. Et alors, on tire le portrait de la dernière à laquelle la sonde JUICE va s'intéresser, c'est Ganymède. Alors là, Ganymède, c'est le Graal de JUICE. C'est vraiment là où on met tous les efforts. C'est la planète qu'on va survoler le plus. Hein. Et Ganymède, en fait, pourquoi elle nous intéresse? J'imagine que vous allez me poser la question. Oui, évidemment. Pourquoi c'est le Graal? Pourquoi elle nous intéresse cette lune? Alors, elle nous intéresse parce qu'en fait, elle, non seulement elle possède de l'eau. D'ailleurs, je vais vous poser une question moi aussi, parce que moi aussi j'ai le droit de poser une question. Allez-y. Quelle est la planète du système solaire qui possède quel est l'objet du système solaire qui possède le plus d'eau, a priori? On fait un sondage. Moi, j'ai envie de dire la Terre. La Terre, oui, la planète bleue. Bon. On va dire la Terre. Alors, en surface, oui.
mais en volume, absolument pas. L'eau représente 0,02% de la Terre. Sur Mars, l'eau passée est estimée à 0,01%. Et là, je vais vous asseoir. Plus de 5% d'eau sur Ganymède et plus de 6% d'eau sur Europe. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'elle surprenant. intéresse autant. Alors, elle intéresse. Et deuxième, il y a de l'eau, ça c'est bien. Il y a des schnapps. C'est stable. Elle a une orbite stable, etc. On a vu l'énergie. Mais en plus de tout ça, elle possède sa propre magnétosphère, comme la Terre. Cette magnétosphère est importante parce que, bien sûr, on peut trouver de l'eau, et c'est bien pour ça qu'on va voir Europe et les autres, au fond des océans. Par exemple, sur la Terre, on connaît les fumeurs noirs, ces espèces de cheminées sur lesquelles on pensait que c'était pas possible de trouver, dû à la pression, dû à tout ce que la température toute aussi, la chimie même. À cet endroit-là, il fait très chaud. Très chaud. Il y a, parce qu'on est très près de la croûte qui expulse, la chimie qui est pas très bonne, etc. Et on sait qu'il y a de la vie. Voilà, il y a des formes de vie. Mais en surface, le problème, c'est que si on mettait ces éléments en surface et qu'on n'était pas protégé des radiations, alors pour notre cas, ce sont les radiations de Jupiter, du système global. Le Soleil, lui, est loin quand même, donc on a... forcément, s'il y avait de la vie, si elle sortait, cette vie serait fissurée. Vous voyez, ces radiations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. On est bien d'accord. On a vu, notamment avec tous les accidents nucléaires qu'il y a eu, qu'il y a de la vie qui arrive à reprendre ou à se remettre. Même quand il y a eu des radiations, oui. Même quand il y a eu des radiations. Nous, tel qu'on connaît la vie actuellement, en tout cas sur Terre, c'est protégé par une sorte de bouclier qui est cette magnétosphère. Et donc, c'est intéressant que Ganymède voilà pourquoi en est une... c'est le but de l'Europe. Mais il y a une sorte de partage, on va dire, puisque les Américains, eux, leur but, c'est Europe, avec le fameux Europa Clipper dont je vous parlais. Et eux, ils misent vraiment sur l'eau qui est proche et avec un océan relativement aisé à atteindre pour plus tard aller observer in situ, comme on dit, sur place. Alors, on l'a bien compris, ces mondes lointains questionnent les scientifiques autant qu'ils les fascinent. C'est pourquoi la sonde JUICE va s'approcher de ces lunes glacées pour tenter d'en apprendre plus. Faisons le point sur cette mission, place aux sciences en action. Lorraine, par quoi on commence ? Une question très simple, pourquoi est-ce que cette mission est baptisée JUICE ? Alors, ça c'est un acronyme en fait. JUICE, c'est Jupiter Icy Moon Explorer, en prenant le JU, le IC et le E de Explorer. Donc l'explorateur des lunes glacées de Jupiter. Alors dans les grandes lignes, on a déjà parlé un petit peu des objectifs scientifiques, mais qu'est-ce qu'on va vraiment récupérer comme données ? Parce que vous nous avez parlé de la composition des lunes, on va aller les sonder, c'est ça ? Alors, on les sonde indirectement, pas directement. Il n'y a rien qui va se poser à la surface des lunes. On est vraiment autour, en orbite, ou dans ce qu'on appelle un flyby, c'est-à-dire on passe au-dessus, on ne se met pas en orbite. Donc, on a un certain nombre d'instruments. Vous les voyez ici sur cette petite maquette en Lego ou ici en image. Donc, avec des bras, etc. Tout ça va être expliqué beaucoup mieux ensuite. Mais on a des groupes d'instruments qui en fait soit analysent, sniffent, respirent, tout ce qui est autour d'eux. Donc, ça peut être tout ce qui est magnétique, par exemple, particulaire. Qu'est-ce qu'il y a comme particules autour de la sonde et autour des lunes ? Ensuite, on a un radar qui est là et qui va permettre d'aller sonder les couches de glace et savoir un peu... quelle épaisseur on a. Quelle épaisseur. Vous avez des spectromètres qui va aller analyser en détail la composition... On va pouvoir savoir quelle roche on a sur ces lunes ?
Alors, des roches, on pense qu'on n'en a pas beaucoup. On va savoir la composition des glaces, parce que c'est surtout glacé quand même. On va peut-être découvrir sur Callisto des choses intéressantes, puisqu'il s'est fait bombarder, donc il y a peut-être des choses encore qui traînent. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir ? Ah, ben je ne sais pas, moi, peut-être une météorite, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une suite instrumentale. Il y a 10 instruments sur JUICE. Est-ce qu'elle va prendre des photos aussi, comme on a vu Bien les photos sûr. au début de l'émission, c'était les photos de Juno, de la NASA. Voilà, eh bien on va avoir, pas le même instrument, mais un instrument un peu similaire à l'instrument imageur de Juno, qui s'appelle Janus dans notre cas, et on reste toujours sur le thème très jupitérien, et qui va effectivement faire des images. Donc on pourra voir des très belles images, des mises à jour, des dernières images qu'on a de ces lunes, en fait, vues un peu de près par la sonde Galileo en 1995. Donc, si je résume, en tout cas, c'est mieux connaître la composition de ces lunes glacées, étudier leur environnement proche, la magnétosphère, ce qu'on trouve à proximité. Leur atmosphère. Par la même occasion, prendre quelques photos. Oui, mais la photo, c'est bien, mais franchement, il y a aussi beaucoup de science à faire à partir des photos, oui, et à partir de tous les autres instruments qu'il y a là. Oui. Et on va globalement mieux connaître le système jovien. C'est en fait la deuxième mission de JUICE, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'habitabilité. Oui. Donc ça, c'est une des missions de JUICE. L'habitabilité des lunes glacées, pas de Jupiter bien sûr, oui. On l'a bien compris. Et la deuxième mission, c'est la meilleure connaissance de tout ce système jovien qui est un système en fait à lui seul dans notre système solaire. C'est une sorte de mini-système solaire, il n'y a pas. Oui, alors il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, mais c'est un petit système en tant que tel, oui. Une fois arrivé dans le système jovien, combien de temps doit durer la mission ? Alors Lorraine, on espère le plus longtemps possible déjà, mais sa mission nominale est de 3 ans et demi en fait. D'accord. Et on espère jouer un peu les prolongations. Nominal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prévu ? Ça veut dire c'est ce qui est prévu, et si on arrive au bout des 3 ans et demi, le contrat, on va dire, c'est-à-dire les instruments ont résisté, toute la sonde a résisté, ça y est, le contrat est bouclé. Après, c'est que du bonus. Okay. On l'a vu, Jupiter, c'est pas la porte à côté. La sonde devrait y arriver en 2031. Et le trajet, c'est pas vraiment direct jusqu'au système jovien. On a une vidéo qui nous vient de l'ESA, et je voudrais vous demander de la commenter. Donc là, la sonde JUICE a été larguée depuis la Terre. Quelle est la première étape ? Alors, la première étape, je ne vais pas parler des orbites autour du Soleil, parce que là, vous le verrez, c'est beaucoup. C'est celle-ci, je dirais. C'est l'assistance gravitationnelle Lune-Terre. C'est une première mondiale, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est l'assistance gravitationnelle ? Ah oui, pas bien, excusez-moi. Donc l'assistance gravitationnelle, c'est en fait un moyen de reprendre un peu de vitesse, un peu comme un effet de fronde. On se fait attirer par le système et puis hop, on est relâché. Et on repart avec une vitesse supérieure. Elle le fait avec le système Terre-Lune, on l'a vu aussi avec Vénus. Donc il y a voilà, une petite en étape, parlant, on l'a vu, c'est Vénus. Et après, on le fait plusieurs fois avec la Terre. Alors là, on est à nouveau autour du Soleil. Et ensuite, on voit l'orbite de Jupiter, c'est celle qui est le plus à l'extérieur là, de ce cercle. C'est quand même très loin. Oui, c'est très très loin, oui. Donc on reprend de la vitesse encore une fois autour de la Terre. Voilà, exactement. On le voit bien sur l'image, on y arrive là. Et puis... Là, c'est l'occasion aussi de prendre des images de la Terre ? Alors oui, il y aura très certainement des instruments allumés. Pendant ce qu'on appelle ces fly-by ou ces assistances gravitationnelles, il y aura des instruments allumés. Et là, JUICE a rejoint Jupiter. Voilà. Tout va bien. Ça prend combien de temps ce petit bout de trajet ? Pratiquement 8 ans. Pratiquement 8 ans. Mais il faut dire qu'on n'a pas de propulsion nucléaire. Donc l'Europe, sciemment, n'est pas partie avec une propulsion nucléaire. Donc en fait, on part avec les panneaux déployés pour avoir la puissance.
tous les mâts déployés et clac, on part pour 8 ans de croisière, 6 milliards, je crois 6 milliards ou quelque chose comme ça de kilomètres parcourus. Enfin, c'est tellement énorme de toute façon que voilà, c'est à peu près entre 600 000 et 900 000 kilomètres. Alors quand même une petite anecdote sur ce... Millions. Une petite anecdote quand même sur ce trajet. En fait, le départ de la sonde a été retardé et donc il a fallu repenser toute la trajectoire et c'est un Français qui a réimaginé justement ce circuit. Ça me fait plaisir que vous me posiez la question. Alors, parce que je vais vous parler d'Yves Langevin. Ouais. Alors Yves Langevin, déjà son nom devrait peut-être faire écho. Je pense qu'il a 4 prix Nobel dans sa famille. Hein. Je vais citer bien sûr celle qui en a eu 2, Marie Curie. Et c'est quelqu'un qui aide l'Agence spatiale européenne depuis pas mal de temps à imaginer les trajectoires de ces sondes. Mais, il a calculé avec toutes les orbites, les moments où il peut prendre de la vitesse. Alors, j'avais discuté un petit peu avec lui, il me disait qu'il le voyait un peu comme un film, quoi. Ouais. Vous voyez, il imaginait, mais après, il y a des gens qui, bien sûr, mettent ça en équation, etc. Et qui, à l'agence spatiale, il y a tout un service qui travaille là-dessus. Mais de manière très simpliste, on pourrait dire que c'est Monsieur Waze de l'espace. C'est exactement ça, Monsieur Waze de l'espace. Voilà, il faut suivre son itinéraire, c'est toujours le meilleur. Okay. Et oui, parce qu'il nous permet, en fait, malgré qu'on ait pris un peu de retard, parce que c'est quand même un programme... Il faut reconnaître à l'ESA qui a pris très peu de retard malgré le Covid. On n'est quand même pas assez dans le Covid. On n'a que 9 mois de retard. C'est très peu. Une question importante qu'on ne vous a pas posée encore, c'est un projet qui est européen, mais quel a été le rôle de la France? Quelles ont été les contributions de la France? Alors, c'est simple. Nous, on contribue aux instruments scientifiques et on contribue à 6 instruments sur les 10. D'accord. Que possède ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire les instruments, puisque tout le reste, en fait, c'est ce qu'on appelle la plateforme, c'est un peu l'eau, le gaz, l'électricité, et le bus, il faut bien que quelqu'un nous y emmène. Donc c'est très important, le satellite lui-même, et ces 10 instruments, quand même, je vais vous donner juste un petit chiffre qui, moi, me frappe. Ils font aux alentours de 250 kilos, les 10. Et la sonde, quand elle part, elle fait pratiquement 6 tonnes. Ah oui, donc c'est peanuts. C'est peanuts. C'est peanuts. Mais on va très loin. Et pourtant, c'est plus important. Et oui, et on va très loin. Et c'est très important, oui, de les avoir. Parce que, bien sûr, si on n'a que le bus, l'eau, le gaz, l'électricité, voilà. C'est juste le voyage. Voilà. Merci Carole, je pense qu'on a des étoiles dans les yeux maintenant. Cette émission nous amène inévitablement à nous demander si on est seul dans l'univers. On a voulu connaître l'avis des passants sur le sujet, écoutez-les. Alors, j'imagine que vu la taille de l'univers, il y a potentiellement autre chose ailleurs. Voilà, mais est-ce que je le sais? Non. C'est bien ce que les scientifiques essayent de trouver. Donc, oui, après, consciente, pas consciente, et selon nos critères humanoïdes, probablement pas, ou en tout cas on les a pas trouvés, mais vie, oui, bien sûr. Ouais. Je pense j'aurais envie de dire on le saurait déjà, mais ce qui est amusant, c'est qu'hier soir j'ai vu le film Alien. Alors vous voyez, ça tombe bien, mais j'espère que c'est pas ce genre de vie. Ça me dérange pas d'y croire, parce qu'il ne faut pas non plus se prendre pour les seuls êtres vivants de tout ce cosmos, de tout l'univers. Donc je pense que c'est tout à fait plausible, oui. De toute façon, il y a des humains qui sont avec qui j'aimerais pas être en contact. Donc pourquoi pas rencontrer des non-humains qui seraient sympathiques. Bien sûr, je suis ravi de rentrer en contact. Bien sûr, ça m'intéresse beaucoup, ça. Je veux savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont arrivés là, eux aussi. Alors, ça a un côté flippant parce que c'est l'inconnu, mais en même temps, c'est formidable parce que ils sont plus évolués que nous, on va pouvoir apprendre des choses, progresser, être un peu moins bête côté nature, arrêter de tout démolir. Donc, au contraire, si on peut progresser, oui, bien sûr. Et à l'inverse, on peut peut-être les aider à progresser dans d'autres domaines. Donc, le partage, l'échange, et voilà, au contraire. Bon alors, Carole, vous ne travaillez pas directement sur la recherche de vie dans l'univers, mais vous participez à faire progresser la recherche dans ce domaine. Est-ce que vous aussi, comme ces gens, ça vous arrive de vous demander à quoi pourrait ressembler la vie ailleurs? Oui, ça m'arrive. Je suis quasiment persuadée qu'il y en a. On ne l'a encore pas trouvé.
l'univers est si vaste, on en découvre tous les jours. Je vous parlais des lunes tout à l'heure, mais avec des instruments et des satellites tels que Gaïa, qu'on a en exploitation actuellement à Toulouse, à l'Agence française de l'espace, au CNES, on découvre encore des choses, quoi. Donc, aujourd'hui. Donc, forcément, il y a forcément quelque part des conditions qui font qu'il y a une vie. Enfin, moi, c'est mon sentiment propre. Et je suis un peu comme la dame. Je serais assez enthousiaste de pouvoir, alors peut-être pas rencontrer, mais au moins de le savoir. Voilà. Est-ce que c'est un moteur dans votre travail de vous dire que un jour, peut-être, vous aurez cette confirmation ou non? Alors, j'ai eu beaucoup d'autres moteurs. J'ai eu beaucoup d'autres moteurs. Et là, je suis plutôt sur la fin de ma carrière professionnelle. Mais oui, je pense que découvrir, apprendre tous les jours, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. J'ai horreur de la routine et de la monotonie. Les conditions d'habitabilité que vous cherchez avec JUICE s'inspirent totalement de ce qu'on connaît sur Terre. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres formes d'habitabilité dans l'univers? Alors oui, très certainement. D'ailleurs, actuellement, là, dans la sous-direction Sciences de l'Univers, on a un projet qui s'appelle Dragonfly, qui va partir avec les Américains et qui va poser un hélicoptère à la surface de Titan pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Titan qui est lune de Saturne. Tout à fait. Ouais, qui est une des lunes de Saturne. Quand on parle d'hélicoptère, c'est pas l'hélicoptère qu'on imagine, que tout le monde imagine. Ça, c'est un petit objet. Pas si petit que ça, ouais justement. C'est pas le drone dont on parle sur Mars. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Alors bon, on appelle ça hélicoptère. C'est quand même moins gros qu'un hélicoptère terrestre, mais quand même, je pense me souvenir qu'il fait dans les 350 kilos. Beau bébé, quand même. Beau bébé. Bon, merci Carole. Dans la prochaine séquence, nous allons recevoir l'un de vos collègues. Lui aussi a travaillé sur la sonde JUICE. C'est l'esprit d'équipe. Bonjour Frédéric Courtade. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors, vous êtes chef du service mécanismes et instruments SCAO au CNES et responsable instruments scientifiques des contributions françaises sur le projet JUICE. Donc, vous avez travaillé ensemble tous les deux sur le projet de la sonde JUICE. Alors Frédéric, quel a été votre rôle plus précisément sur les instruments sur la sonde JUICE ? Moi je me suis occupé de l'organisation et des contributions françaises au niveau instruments scientifiques sur la sonde. Mon rôle était de veiller à ce que les instruments, dans la façon dont ils étaient conçus, la façon dont ils étaient développés, c'était fait dans les règles de l'art pour garantir, lorsque la sonde arrivera à destination auprès des lunes, proche des lunes de Jupiter, que soit en parfait état de marche, et justement de le livrer dans un timing, un planning compatible aussi avec les échéances de lancement. Alors, on a un super exemplaire de la sonde JUICE, une maquette juste devant vous. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur cette maquette les différentes parties qui la composent ? Oui, alors déjà, pour aller autour de Jupiter, il faut un véhicule, dans le cadre du satellite, on appelle ça une plateforme qui permet justement de tout ce qui est servitude, qui vont permettre d'alimenter les instruments et de rapatrier les informations sur Terre. Ouais. Donc déjà, pour alimenter les instruments, vu qu'on est très loin du Soleil, lorsqu'on est au voisinage de Jupiter, on a de très grands panneaux solaires qui se trouvent de part et d'autre du satellite, ici, de la sonde. Donc 90 mètres carrés à peu près de surface de panneaux photovoltaïques, plus de 30 mètres d'envergure au niveau du satellite, donc c'est assez dimensionnant. C'est original quand même cette forme de panneau solaire en croix ? Oui, alors ça tient aux contraintes aussi de déploiement, parce que le satellite est très grand, la sonde fait plusieurs mètres de haut, et donc il faut tout replier pour que ça rentre à la coiffe du lanceur. Et donc tout ça, il y a pas mal de contraintes qui font que On le voit sur l'image là justement, les panneaux qui se déplient. Donc... Ouais, les panneaux qui se déplient, voilà. Oui. Donc les panneaux se déplient, donc vous avez chaque pétale qui se déplie les uns après les autres, et in fine, c'est la surface qui est adéquate pour garantir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les instruments à poste, sachant que les panneaux vont délivrer à peine 720 watts
720 watts, ça fait quoi à peu 720 près? watts, c'est tout juste de quoi alimenter un sèche-cheveux ou un petit aspirateur. Ah oui. Ok. Donc ça consomme très peu d'énergie. Les instruments sont justement calibrés pour fonctionner avec très peu d'énergie. C'est un challenge, notamment. Ouais. Et alors, la majorité des instruments sont regroupés sur ce que vous appeliez tout à l'heure le véhicule, c'est ça? C'est la partie centrale grise qu'on voit sur la maquette? La partie centrale grise, avec les instruments qui sont répartis. Donc déjà, du côté face à vous, vous avez une antenne ici, qu'on appelle une antenne de Forguin, qui permet de communiquer avec la Terre. Hein. Donc, Et ça met combien de temps, juste quand on est de la Terre à Jupiter, on mettra combien de temps à communiquer avec cette sonde? Un ordre est envoyé et est reçu par la sonde 43 minutes plus tard. Et donc le retour, c'est 43 minutes, c'est 90 minutes à peu près de latence entre un ordre envoyé et une réponse. Par comparaison, d'autres missions comme les missions sur Mars, c'est combien de temps? 2 minutes. 2 minutes, voilà. Ah oui, d'accord, plus loin. Donc il faut bien anticiper. Il faut bien anticiper. Un peu autour de Mars, il y a également des satellites qui permettent de faire des relais. Donc c'est quand même beaucoup plus facile autour de Mars que sur Jupiter, où là vraiment on va être un petit peu seul au monde, malgré le fait que Juno soit toujours au rendez-vous, mais c'est pas forcément compatible avec JUICE pour cet aspect-là. Et alors quelles autres grandes familles d'instruments on peut retrouver sur cette maquette? Au niveau des instruments scientifiques, donc ils sont plutôt regroupés sur on les voit plutôt sur la face arrière, on va dire, du satellite, ici avec ici une grande antenne sur le dessus qui est l'antenne radar, RIME, qui est le nom de l'instrument, qui va permettre justement d'agir comme un sonar et de pénétrer les glaces de cette banquise et à mesurer l'épaisseur, éventuellement estimer les courants qui se trouvent à l'intérieur des océans. Vous avez ici sur ce panneau tout un ensemble qui est d'instruments qu'on appellera optiques, on va dire, qui sont sur un banc optique, qui sont tous les quatre pointés vers les zones d'intérêt, donc vers les lunes, puisque c'est vraiment l'explorateur des lunes glacées, et qui vont permettre de scruter, d'analyser les composés métalliques, minéraux, chimiques, les atmosphères et par d'autres aspects tout l'environnement qui se trouve au proche de ces lunes et en interaction directe avec Jupiter, donc la planète mère, on va dire. Alors Carole, on a parlé des instruments, mais concrètement, qui a construit le satellite? Alors là, c'est Airbus Defence and Space, entre Friedrichshafen en Allemagne et Toulouse en France. Et il a été entièrement intégré à Toulouse. Voilà. Alors, on compte au total 10 instruments sur cette sonde. 6 sont issus de contributions françaises. J'imagine que ça a été un challenge de rentrer tout ce petit monde dans un espace réduit, avec un minimum de poids. Quelles ont été les contraintes finalement ? Vous l'avez dit, la principale contrainte, c'est la masse. Donc le satellite fait près de 6 tonnes. Cependant, on avait simplement une allocation, on va dire, c'est dans le jargon, de masse autorisée pour tous les instruments scientifiques aux alentours de 250 kg. Donc faire 10 instruments avec 250 kg, si vous répartissez, ça fait 25 kg par instrument. Okay. C'est pas beaucoup. Ouais. Donc il y a énormément de challenges au niveau technique pour que ces instruments restent performants, qu'ils supportent les environnements de décollage de la fusée, qui ne se brisent pas parce que la structure est trop faible avant d'arriver à poste. Et toutes les microtechnologies qui sont employées sont justement là pour minimiser au maximum la masse et l'encombrement. Une autre spécificité, c'est l'environnement autour de Jupiter et de ses lunes, l'environnement radiatif dont tu as parlé également, Carole, qui est extrêmement agressif. Il faut bien voir que les instruments sont essentiellement composés d'électronique, et les électroniques sont extrêmement sensibles aux éléments radiatifs, voilà, les rayons cosmiques, les particules qui sont piégées dans les atmosphères. Donc ces instruments sont, pour la première fois, c'est une première, enfermés dans un sarcophage en plomb. Je voudrais qu'on s'arrête sur un instrument en particulier, le MAGIS. C'est quoi? Et déjà, ça veut dire quoi, MAGIS? MAGIS, c'est Moon and Jupiter Infrared Spectrometer, donc un spectromètre. On le voit à l'image là.
Oui, ça c'est la partie électronique, la partie commande de l'instrument. Ouais. Donc c'est un instrument qui va permettre de sonder les glaces des lunes dans le domaine de l'infrarouge. Alors comment ça fonctionne globalement? En fait, vous avez le Soleil qui éclaire tout au niveau de l'univers, notamment les lunes et Jupiter, et donc tout ce qui est arrosé par le Soleil réémet un certain rayonnement qui est imputé de certaines raies, certaines longueurs d'onde qui sont absorbées. Et donc l'analyse de ces longueurs d'onde qui sont absorbées et qui manquent par rapport au spectre solaire permet de déterminer exactement la nature chimique de l'élément qui est analysé. Très bien. Tous les instruments sont testés lors du trajet de la sonde vers Jupiter. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'ils ne sont pas censés être testés avant le départ? Alors ils sont testés bien sûr avant, c'est clair. Ils sont testés également pendant le trajet. Vous avez vu qu'il y a plusieurs, dans les phases de croisière vers Jupiter, la sonde passe au voisinage de la Terre assez souvent. Donc on en profite souvent pour checker l'état de bonne santé des instruments, de valider qu'ils fonctionnent toujours. Et ensuite ils sont également calibrés, étalonnés, sachant que sur Terre, c'est difficile de reproduire ce qu'ils vont réellement voir dans le spatial. Donc, ils vont faire des points de visée vers la Lune ou vers d'autres astres pendant leur trajet. Et la réponse de ces instruments va servir à être de plus en plus précis lorsqu'on sera exactement au moment de la mission primordiale autour des lunes de Jupiter. L'idée, c'est d'être prêt quand on arrive. Voilà, c'est d'être prêt. Il y a même, pour vous dire, il y a même des morceaux, des bouts de logiciels de vol qui vont être chargés pendant la croisière pour corriger certaines imperfections qui peuvent subsister, justement, dû au fait qu'on ne les a jamais testés en vraie grandeur lorsqu'ils étaient développés sur Terre. Donc d'un côté, on demande de faire des instruments assez légers, plutôt léger, et de façon antagoniste, on fait voler du plomb qui est réputé pour être plutôt lourd. Mais enfin, c'est le passage obligé pour être sûr d'avoir des instruments fonctionnels au bout de 8 ans de voyage, plus 4 années de mission. Alors, vous l'avez dit, ces instruments sont testés en vol durant le trajet jusqu'à Jupiter, mais ils sont aussi testés au sol avant le départ. On va voir des vidéos qui montrent les tests qui sont réalisés en laboratoire. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit à cette image ? Donc là, vous voyez l'instrument, un bout de l'instrument SWI, qui est un sondeur submillimétrique, en fait, qui est monté sur un pot vibrant, en fait. Un pot vibrant. Contribution française, je rajoute. Voilà, une contribution française. Alors tout ça, c'est enrobé dans un instrument, mais c'est un petit bout qui est fait un radiomètre. Enfin, bon. Et là, on vient justement le brancher et le monter sur un pot vibrant qui reproduit l'environnement vibratoire que va subir l'équipement lorsqu'il sera sur le lanceur. Ouais. Et lorsque Ariane va allumer ses moteurs, tout ça va être animé, il y a des vibrations mécaniques, des vibrations acoustiques très sévères. Et il faut à la fois que l'instrument soit léger, mais que la structure soit suffisante pour ne pas le casser, globalement, pendant cette phase-là qui est extrêmement agressive aussi. Très bien. Il y a d'autres tests qui sont réalisés, notamment des tests dans le vide thermique. Et là, à quoi ça peut servir ? Alors, le satellite est complètement assemblé avec toutes les parties qui concernent la plateforme et également les instruments scientifiques, et il est placé dans un caisson, un gros caisson qui se trouve en Hollande, je crois c'est celui-là, oui, il est en Hollande, à l'Estec, et dans ce caisson on fait le vide. On s'approche des conditions de vide intersidéral qui se trouvent au voisinage des lunes et on fait du froid. Parce que bien sûr, il fait très froid aux alentours de ces lunes-là. On voit à l'image. On le voit à l'image là, donc vous voyez la taille du caisson. Donc le but, c'est d'allumer tous les instruments ensemble, les uns après les autres, selon le scénario préétabli par le programme scientifique qui a été établi par les scientifiques, et de vérifier que les instruments ne se perturbent pas les uns par rapport aux autres lorsqu'ils vont fonctionner, et également de valider qu'ils vont fonctionner. C'est une sorte de répétition générale dans les conditions les plus proches de ce que va vivre la sonde. Oui, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, c'est le dernier test qui permet de dire que la sonde est apte au vol. Oui, j'avais une question pour vous, Carole. On a vu que toutes les places étaient bien définies sur cette sonde, mais c'est rare d'aller aux portes de Jupiter. J'imagine que tous les scientifiques qui travaillent avec vous voudraient avoir des instruments plus précis, plus performants. Est-ce que vous êtes obligé d'arbitrer parfois, de dire stop, là on s'arrête C'est mon rôle. C'est-à-dire que le scientifique, lui, veut toujours la performance ultime, et c'est normal. Lui, il cherche toujours. Et à un moment donné,
il faut négocier et lui faire comprendre que si on veut être à l'heure, si on veut partir, eh ben, il faut peut-être s'arrêter, prendre ce qu'on a. Comme disait... Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, c'était la devise de Carole, et chaque fois qu'on prenait une décision... Ma devise avait été héritée en fait d'une chef de projet femme, donc Marianne Claire, que j'ai eue sur un projet qui s'appelait Intégral, où justement le chef de projet Juice était déjà chef de projet Intégral, et qui m'avait appris ça et qui m'avait dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Et cette femme, Marianne Claire... m'a donné envie d'être un jour chef de projet. Voilà. Bon, merci à tous les deux. Il est temps de découvrir les coulisses de votre métier et de votre parcours. C'est notre prochaine séquence. Alors Carole, une grosse partie de votre travail a été de coordonner toutes les équipes françaises impliquées sur la mission Juice. J'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours de coordonner tout ce petit monde. Donc on a demandé aux gens d'imaginer les difficultés de mener à bien un projet comme Juice. Écoutez-les. Alors j'imagine que la première difficulté, ça doit être l'entente interpays, le financement ensuite, et puis après non, la coopération. Mais c'est pas une complication, ça, au contraire. Les défis déjà, le premier défi, c'est déjà la volonté. Parce que si vous avez la volonté, alors après vous allez trouver les moyens. Mais j'imagine que le financement, que ça doit être compliqué, ça. Puis comme toujours dans ces projets-là, on va se heurter aux égos des uns et des autres. Et là aussi, je crois qu'il faut bien choisir les personnes pour pouvoir travailler ensemble. Est-ce que c'est possible de coopérer avec tous les pays, hein? On peut se poser la question. Ça là, j'ai des doutes. Hein. Peut-être qu'aussi... Certains estiment que d'autres projets sont prioritaires, sont plus importants que celui-là, donc ne voudraient peut-être pas participer. Voilà, j'imagine ce genre dans le sens d'une question de priorité. Carole, coopérer avec tous les pays impliqués sur ce programme, c'est un casse-tête, non ? Pas tant que ça, en fait. Ouais. Non, moi je trouve que la coopération, c'est très enrichissant, en fait. C'est pas ça le plus dur. On parlait d'aspect financier. C'est un problème, mais une fois que le programme est décidé, en fait, et que toutes les agences nationales, puisque là on parle de l'Europe, toutes les agences nationales ont dit oui pour participer, donc pour nous, pour les instruments scientifiques, vous l'avez bien compris, le chef de projet fait son budget et le présente. Donc moi, je l'ai présenté à mes supérieurs, aux gens qui décident, et j'ai présenté un certain budget. Une fois qu'il est accepté, on essaye de rester dans cette enveloppe. Donc on négocie avec les scientifiques français, les laboratoires. Il y a 9 laboratoires impliqués. On ne les a pas trop nommés, mais voilà, je vous le dis quand même, il y a 9 laboratoires, dont l'IAS, Café Magis, je veux quand même en parler. Et on parle avec eux, on voit avec eux, et petit à petit se monte cette affaire, en fait, ce projet, avec une partie financière, une partie ressources humaines, une partie planning. Et on essaye que tout ça marche ensemble. Carole, si on revient sur votre parcours, vous avez suivi une formation en informatique et mathématiques, et vous vouliez devenir ingénieur des ponts et chaussées. Comment vous vous êtes retrouvée dans l'aérospatiale ? Alors, ce sont les hasards de la vie. En fait, je voulais être ingénieur des ponts et chaussées parce qu'il me semblait qu'à l'époque, je ne voulais pas faire un métier dit féminin. Voilà, j'étais déjà un petit peu féministe, déjà à l'époque. Et je me disais que construire des ponts, une tour Eiffel, ça me semblait... on avait toujours une image d'homme et je m'étais dit, il faut aussi qu'il y ait des femmes là, dans ces métiers-là. Donc c'était mon idée. Bon, les choses ont fait que, entre le bac que j'ai eu au repêchage, alors que j'aurais dû l'avoir du premier coup, entre le fait qu'en mathématiques supérieures, c'est la classe de préparation aux écoles d'ingénieurs, j'ai un peu préféré les garçons, faut le dire, à mes études. On m'a dit, alors déjà on n'était pas beaucoup de filles, mais on m'a dit, non, là ça va pas être possible de continuer. Et donc, je me suis dirigée vers un IUT d'informatique, mais un peu par hasard. Et en fait, dans cet IUT d'informatique, j'ai eu la passion de l'informatique.
Et vraiment, j'ai adoré. Et là, je me suis mis... bon, les garçons, j'ai quand même rencontré mon mari, donc ça a quand même continué. Mais j'ai quand même travaillé vraiment parce que j'adorais ce que j'apprenais, quoi. Et je travaillais même la nuit pour finir des projets et tout. Donc j'ai terminé dans une place très honorable. Et donc là, j'ai pu repartir sur une étude dans une école d'ingénieur où naturellement j'ai pris la spécialité informatique et mathématiques, donc l'ENSET à Toulouse. Donc voilà. Donc là, j'étais en informatique. À la sortie, je suis rentrée dans l'ancêtre d'Airbus, donc j'y suis partie sur le côté avion. Ça s'appelait l'aérospatiale. Et j'y ai passé 3 ans. Et puis ensuite, on me voit là, justement, avec mes listings. C'était où ça exactement ? Ça, c'était à l'aérospatiale à Toulouse. Donc l'ancêtre d'Airbus avion, le côté avion. Donc je faisais un banc de développement, un banc d'analyse des cartes électroniques d'avion. Déjà dans les tests. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu changer de métier. J'ai connu le CNES et j'ai décidé de rentrer à l'Agence spatiale française parce que j'avais envie d'être un jour dans un centre de contrôle et pouvoir piloter des satellites. Ça a été mon premier qui m'a fait changer de voie. Voilà. Donc Frédéric, initialement, vous avez choisi le spatial par opportunité, mais en fin de compte, c'est devenu une vraie passion. Comment vous vous êtes tourné vers les sciences de l'univers et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à des projets comme JUICE ? Oui, c'est clair, comme je vous disais tout à l'heure, je suis parti par la filière technique, donc je suis métallurgiste de formation, j'avais également une licence en matériaux composites, et ensuite j'ai fait des études de management d'affaires pour arriver au statut de cadre au CNES. Mais comment je suis arrivé dans ce domaine-là, je suis rentré dans la vie active dans l'industrie. J'ai travaillé dans une société qui s'appelle Alcatel Espace et je suis rapidement devenu expert sur une instrumentation qu'on appelle le microscope électronique à balayage, qui sont des instrumentations qui permettent de regarder les objets de toutes sortes avec très 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 fort grossissement et qui permettent d'analyser très finement la matière. Dans le cadre de mes opportunités, je suis également rentré dans le milieu automobile, donc je me suis spécialisé dans la microscopie électronique à balayage associé à des techniques sur les composants électroniques. Donc, je suis devenu expert sur la façon d'analyser les composants électroniques. À force d'analyser, j'ai compris comment ils étaient fabriqués. Donc, quand j'ai compris comment ils étaient fabriqués, j'ai rejoint le CNES. Le CNES m'a proposé d'aller justement à la rencontre des fabricants de composants électroniques à travers le monde pour valider qu'ils étaient fabriqués correctement pour être utilisés dans le programme spatial. Donc, à cette occasion-là, j'ai parcouru le monde et j'ai rencontré... j'ai pratiqué plein de cultures, aussi bien en Asie qu'en Europe, qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, Amérique centrale. Et donc, en fait, c'est justement le fait de pouvoir collaborer avec d'autres cultures, d'autres pays, et sachant que dans le cadre de JUICE, c'était un projet qui réunit 17 pays, au moins au niveau de la contribution scientifique, au niveau des instruments. Et donc, on apprend un petit peu, lorsqu'on voyage comme ça, et dans des relations professionnelles, à savoir comment discuter, négocier avec des Suédois. C'est pas pareil lorsqu'on discute avec des Italiens ou des Anglais ou des Allemands. Donc ça a permis justement de forger un petit peu la façon de se comporter, de trouver sa place dans le projet, de favoriser justement que l'on arrive à l'heure pour pouvoir livrer tout ça en temps voulu à l'ESA. Carole, dans votre métier aujourd'hui, qu'est-ce qui vous stimule le plus ? La nouveauté, la créativité, la bienveillance qui est absolument nécessaire quand on anime une équipe. Et puis côtoyer ces gens formidables qu'on côtoie, tous ces scientifiques. On apprend beaucoup de choses. Je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que je n'ai jamais quitté l'Agence française de l'espace, d'ailleurs. J'ai fait 13 métiers au CNES. Ouais. Vous, Frédéric, vous êtes à la tête d'une équipe de 14 ingénieurs qui ont chacun leur spécialité. Est-ce que ça vous force à vous-même développer une expertise dans chacun de ces domaines ?
Alors, pas du tout. Comme vous avez, ce sont des experts, donc ils ont vraiment leur autonomie et leur parcours fait qu'ils sont parfaitement capables de gérer leur métier par eux-mêmes. Moi, mon rôle en tant que manager de cette équipe-là, c'est justement de leur favoriser le travail, qu'ils puissent s'exprimer pleinement au service de projets comme Juice et successeurs de Juice, au niveau de tout ce qui est innovation technologique. Donc c'est plutôt dans ce rôle d'accompagnateur et de bienveillance que je me situe de façon de manager mon équipe. Enfin, c'est comme ça que on va voir comment c'est perçu, mais c'est comme ça que je le conçois. Voilà. Et Carole, au quotidien, en tant que chef de projet, vous passez beaucoup de temps devant des documents Excel et dans des réunions, mais vous avez aussi vécu des aventures assez incroyables, comme par exemple une baignade avec des dauphins aux États-Unis. Racontez-nous. Oui, en fait, on faisait une mission, je prenais la suite d'un chef de projet qui avait suivi la mission Calypso. Et donc, je le prenais, moi, en ce qu'on appelle en opération. Et donc, on était les deux équipes, en fait, l'équipe développement et l'équipe opération. On était aux États-Unis, à Virginia, pas loin de Virginia Beach. On s'est trouvés à la fin de la mission et on était sur la plage. On était assez nombreux et on avait pris nos maillots de bain parce on savait qu'on avait un peu de temps avant l'avion du soir, en fait. On avait tout fini. Et là, au loin, je vois des dauphins. Alors, je dis, moi j'y vais, parce que j'adore l'eau, très aquatique. Et donc, je vais dans je me précipite, je mets le maillot, je me précipite dans l'eau, et là, me vient une idée. J'avais vu Flipper le dauphin, et je fais comme dans Flipper le dauphin, je tape sur l'eau pour appeler les dauphins, qui étaient loin, hein, ils étaient loin. Alors, mes collègues, morts de rire, Carole, ça y est, t'as des dauphins, jusqu'au moment où les dauphins sont arrivés quand même. Donc ça marche. Vous avez bien fait. Bon conseil, ça marche. peut-être. Et là, j'ai eu vraiment des dauphins au-dessus, etc. C'était super. Merci à tous les deux. Comme d'habitude, on aime bien terminer l'émission en découvrant vos passions. Place à notre instant coup de cœur. Alors Marine, je crois que la passion de Carole en particulier nous ramène aux origines de la vie, non ? Tout à fait. Carole, si vous étiez un élément naturel, vous seriez sans aucun doute l'eau. Au travail, déjà, on l'a vu, vous nagez avec les dauphins. La mission de Juice s'intéresse à l'eau liquide sur les lunes glacées de Jupiter. Mais au-delà de ça, vous avez aussi pratiqué la plongée sous-marine. Aujourd'hui, vous faites de la marche aquatique et vous aimez aussi vous promener sur la plage avec votre chien. Ouais. Donc, vous avez vraiment une passion pour tout ce qui est aquatique ou c'est juste une coïncidence ? Alors, j'ai une vraie passion, oui. Je suis aquatique. C'est vrai que j'avais pas fait le lien avec l'eau des lunes glacées, mais maintenant que vous le dites, je suis très souvent sur l'eau, dans l'eau, autour de l'eau. Donc là, effectivement, on se prépare, là, on s'échauffe sur ces images avant de faire notre marche aquatique, donc à Cabreton. Et vous voyez, c'est pas des marches aquatiques très tranquilles, en fait. Hein. On plonge dans l'eau, c'est assez physique. C'est à quelle époque, ça ? Ça, c'est en hiver, puisque on est en combinaison. Hein, ouais. Donc là, l'eau, elle doit être à 8 degrés à peu près. Voilà. C'est vivifiant. Oui, c'est vivifiant, mais bien équipé, il n'y a aucun souci. C'est très tonique. Vous, Frédéric, vous avez fait du rugby pendant des années dans le club du CNES. Et donc, même en dehors du travail, vous vouliez continuer de créer du lien avec vos collègues ? Oui, c'est clair. Alors, je joue au rugby en club depuis tout jeune. Et puis, quand je suis arrivé au CNES, c'est vrai que je me suis de suite inscrit à la section rugby, puisqu'il y avait ça qui existait. Et ça a justement favorisé beaucoup de connaissances. On se sort de son milieu, de son service, de sa routine. Et on voit beaucoup de gens que je côtoie toujours, qui sont au CNES, qui sont partis maintenant ou qui sont à la retraite. Et c'est clair que c'est une activité que j'ai aimé pratiquer. J'ai pratiqué ça jusqu'à 44 ans, donc maintenant mes articulations me font un petit peu souffrir, donc je ne peux plus. Mais c'est vraiment une activité qui a structuré un petit peu toute ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que ça vous a apporté en particulier ? J'imagine que l'esprit d'équipe, par exemple. L'esprit d'équipe, c'est sûr. Et puis je me suis occupé, j'ai joué à la section, puis je me suis occupé, j'ai animé la section au rugby du CNES pendant plusieurs années.
près de 10 ans. On a notamment fait des collaborations avec nos voisins d'Airbus, Defense and Space, pour créer une équipe commune qui s'appelle toujours Astroval, qui permet, là j'ai le maillot d'Astroval sur le dos, et qui a également permis de favoriser les contacts avec des collègues de l'industrie en dehors du CNES. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez d'autres occupations. Par exemple, vous vous êtes lancé le défi de rénover une ferme. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Oui, la ferme que l'on voit là, qui se trouve dans un petit village des Hautes-Pyrénées, avec un château fort en contrefond, voilà, qui s'appelle Mauvezin. Donc la maison est là. C'est là qu'est née ma grand-mère et ma tante. Mon père est pas né là, est né dans une autre maison. Mais enfin, suite à pas mal de successions, j'ai récupéré cette maison où il n'y avait pas l'eau ni l'électricité à l'intérieur. Mon grand-oncle l'avait occupée jusqu'au crépuscule de sa vie. Et donc, oui, je me suis lancé le défi de la rénover, et de la faire revivre. Dans quelques années, que vous changiez sur votre CV, vous passiez de chef de service à fermier, agriculteur. Oui, je pourrais être fermier, tous les terrains autour de là sont à moi, je pourrais ouvrir une maison d'hôtes, enfin je pourrais avoir plein de projets, mais bon, c'est clair que bon, pour le moment, on y va, on en profite quand on a envie, c'est pas très loin de Toulouse, et ça, voilà, je préfère... Ça a l'air très agréable en tout cas comme endroit. Oui, c'est sympathique, Carole connaît. Oui. Les Pyrénées, c'est un très bel endroit, on est tous les deux de là-bas, oui. Voilà. Et voilà, Science en question, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Carole Larigauderie, merci Frédéric Courtade pour cette promenade dans le système jovien avec la sonde JUICE. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Science en question. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers!